Comment la France va réussir à se doter de l'arme nucléaire? Va décider, lui, de lancer le programme nucléaire de défense français. 1 gramme d'uranium peut produire autant d'énergie que 2 tonnes de charbon. Mai 1939, le premier brevet secret qui est pris par une équipe française, celle de Frédéric Joliot, du principe de la bombe atomique. Aujourd'hui, la dissuasion nucléaire française, c'est quoi? Être en capacité de riposter en cas d'attaque sur nos intérêts vitaux. Vous incitez sur l'importance d'une lettre qui a été co-signée par Einstein. Il y a ce mythe du bouton rouge, de la valise avec les codes nucléaires. L'arme nucléaire, c'est un élément de stabilité dans les relations internationales. Et là, il y a un épisode assez incroyable qui se déroule, c'est l'épisode de l'eau lourde. Donc ça se déroule en Norvège et la France y joue un rôle important. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Mongin. Vous êtes historien spécialiste de la dissuasion nucléaire, vous êtes chercheur et vous enseignez en tant qu'expert associé au Centre interdisciplinaire sur les enjeux stratégiques à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Vous connaissez aussi très bien l'appareil de défense français pour avoir été notamment au cabinet du ministre de la Défense. Et en 2021, vous avez écrit ce livre, Histoire de la dissuasion nucléaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous retracez l'histoire de l'armement nucléaire des origines à nos jours, avec ses crises, ses révolutions. Et c'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu vous inviter pour venir en parler. Bienvenue sur le podcast Dominique Mongin. Merci pour votre invitation, Guillaume. Ce qu'on découvre dans votre livre, c'est vraiment l'origine de la recherche atomique qui a mené à la bombe. Et on voit que c'est peu connu, mais ça s'est beaucoup fait en Europe et en particulier en France. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment est arrivé ces recherches sur l'atome, puis qui ont mené à l'énergie nucléaire civile ou militaire? Alors, en fait, il faut remonter à la fin du 19e siècle. Si on veut bien comprendre en fait l'histoire de l'énergie atomique, remonter à la fin du 19e siècle avec d'abord une première étape, c'est la découverte de la radioactivité naturelle par trois Français. D'accord. Donc Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, qui obtiendront au début du XXe siècle le prix Nobel de physique pour cette découverte. Et d'ailleurs, le terme de radioactivité naturelle, c'est Marie Curie qui l'a élaboré en 1898. Donc, D'accord. c'est un terme qui apparaît à ce moment-là. Donc c'est une première étape. Et ensuite, pour faire vite, la deuxième grande étape, si on veut bien comprendre le cheminement vers ce que va devenir l'énergie atomique, c'est la découverte de la radioactivité artificielle par l'équipe de Frédéric Joliot et Irène Curie. Donc Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, qui en 1934 vont découvrir avec leur équipe le principe de la radioactivité artificielle. Donc ça, c'est une étape importante. Alors bien sûr, ce ne sont pas uniquement des chercheurs français qui ont tout découvert. Et comme vous l'avez dit, effectivement, dans un premier temps, tous ces travaux sont très concentrés en Europe et avec plusieurs grands laboratoires. Donc en Grande-Bretagne, il y a Cambridge. En France, donc il y a Paris, avec donc en particulier l'équipe de Frédéric Joliot dans les années 30. Il y a une équipe à Berlin qui est très importante également. Une équipe également en Italie, à Rome, avec Enrico Fermi. Et une autre équipe. Fermi qui jouera un rôle important ensuite dans la recherche. Exactement, donc on va en reparler. Une autre équipe importante à Copenhague avec Niels Bohr. D'accord. Et donc voilà, ces différentes. Donc effectivement, il y a toute une géographie, je dirais, très européenne. Et ce qui permet aussi de bien comprendre les développements ultérieurs, c'est le fait qu'ils se connaissent tous. Ce sont des scientifiques, ils échangent beaucoup, ils écrivent, ils publient et ils se connaissent. Maintenant, encore une fois, à la limite, on peut dire que cette histoire de l'énergie atomique, elle est très récente. Parce que je vous ai parlé de la fin du 19e siècle, on ne connaît pas encore complètement la structure de l'atome. D'accord. La première découverte qui est faite sur la structure de l'atome, c'est 1897 avec la découverte de l'électron. D'accord. Ensuite, donc ça c'est un Britannique qui le découvre. Ensuite, la grande haute étape, c'est la découverte du proton. Donc là, on rentre maintenant dans le noyau de l'atome avec la découverte du proton en 1917. Donc là, c'est donc un Néo-Zélandais, Rutherford, qui va le découvrir. Et puis ensuite, l'autre découverte, c'est la découverte du neutron. Donc, autre élément clé, je dirais, du noyau de l'atome, avec une découverte qui est faite en 1932 par un Britannique qui s'appelle James Chadwick. D'accord.
Voilà, donc c'est à partir en fait, du début des années 30 que l'on comprend vraiment la structure de l'atome. Et ensuite, donc, j'ai parlé en 1934, donc 2 ans après la découverte de la radioactivité artificielle. Et puis ensuite, l'élément fondamental, ça va être la découverte de la fission d'un atome d'uranium sous l'effet d'un neutron. Et ça, cette découverte, donc ce qu'on appelle la fission de l'atome d'uranium, cette découverte, elle est faite par une équipe allemande à Berlin. C'est une grande révolution. Et en même temps, comme je le disais, ils se connaissaient tous, ces chercheurs européens. On peut même dire qu'à la limite, à quelques semaines près, si ça se trouve, l'équipe de Frédéric Joliot aurait fait cette découverte avant l'équipe allemande. Enfin, tout ça pour dire qu'il y avait une très grande émulation scientifique entre D'accord. ces différents laboratoires, et ça allait très très vite. Donc en fait, à les années 30, tout ça va très vite. Maintenant, pour arriver précisément sur la question des applications militaires de l'énergie atomique, l'autre étape très importante, c'est en mai 1939, le premier brevet secret qui est pris par une équipe française, celle de Frédéric Joliot, du principe de la bombe atomique. Donc l'équipe de Joliot dépose le premier Ouais. brevet mondial pour Voilà. faire potentiellement une bombe atomique. Voilà. Donc D'accord. au titre de la Caisse nationale de la recherche scientifique, donc on appellera ensuite le CNRS. Et c'est un brevet secret qui s'appelle perfectionnement aux charges explosives. D'accord. Donc, il a déjà, avec son équipe, Frédéric Joliot a déjà élaboré le principe d'une arme nucléaire, mais aussi, en fait, plus qu'une arme nucléaire, je dirais, sur les applications militaires de l'énergie atomique, à la fois pour des aspects civils et des aspects militaires. C'est un peu paradoxal, mais en fait, il pensait qu'un explosif nucléaire, ça pourrait aussi servir pour du génie civil, par exemple, détruire une colline pour faire un barrage, par exemple, mais aussi le principe des applications militaires avec une bombe atomique. D'accord. Et ça, ce brevet, donc, il est secret. En même 1939, les choses vont très très vite et on en arrive précisément à la question qui très vite va se poser, c'est jusqu'à quel point on peut continuer à publier sur ces sujets, sachant que on est en mai 1939, le contexte international est extrêmement tendu. On sait que Hitler est prêt à aller beaucoup plus loin dans ses tentatives hégémoniques en Europe. Et donc la question qui se pose, c'est jusqu'où on peut publier et ne faut-il pas arrêter de publier? Ce qui est intéressant justement, on l'écoute très bien dans ce livre, cette émulation intellectuelle européenne Mm. dans les années 30. On se rend compte aussi de ce qu'a été la révolution scientifique de découvrir l'énergie nucléaire, parce que le mot nucléaire vient du latin nucléo, donc le noyau de l'atome. Et en fait, en agissant sur le noyau de l'atome, c'est là qu'on trouve que des quantités d'énergie qu'on n'avait pas connues jusque-là peuvent être dégagées, ce qui explique que, par exemple, aujourd'hui, 1 gramme d'uranium peut produire autant d'énergie que 2 tonnes de charbon. Et donc, en s'occupant du noyau et non pas des éléments externes d'un atome, on trouve une source d'énergie assez forte. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que sur le plan étymologie, le terme atome, ça veut dire insécable, qu'on ne peut pas D'accord? séparer. Ah oui, ça. Et en fait, ce qu'a très bien montré précisément les découvertes de la fission, c'est précisément que si, C'est possible. voilà, il y a une rupture du noyau de l'atome d'uranium sous l'effet donc d'un neutron, et qui va donc provoquer ce qu'on appelle la réaction en chaîne. La découverte de la réaction en chaîne, hein, c'est au cours de l'année 1934, c'est en particulier Enrico Fermi. La Seconde Guerre mondiale éclate. La France, rapidement, enfin, à partir du début de l'année 40, est en difficulté. Et là, il y a un épisode assez incroyable qui se déroule, c'est l'épisode de l'eau lourde. Donc ça se déroule en Norvège et la France y joue un rôle important. Est-ce que vous pouvez rappeler cet épisode? Alors, c'est un épisode effectivement très important. Donc là, on revient effectivement aux travaux de l'équipe de Frédéric Joliot. Comme je l'ai dit, Frédéric Joliot, donc, il a déposé un brevet en mai 1939 avec son équipe au Collège de France. Avec le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, il va alerter très vite l'autorité politique sur la nécessité de pouvoir mettre la main sur deux matières stratégiques très importantes pour lui, pour poursuivre ses travaux, pour participer à l'effort de guerre. Parce que Frédéric Joliot tout de suite a dit, en tant que scientifique, je dois participer à l'effort de guerre et D'accord. de mettre tous les moyens à la disposition du gouvernement. Et donc, il demande en particulier à Raoul Dautry, qui est ministre de l'Armement, et Raoul Dautry, on en reparlera plus tard, parce qu'il va jouer un rôle très important à la libération. Donc Raoul Dautry, qui est à l'époque ministre de l'Armement, il lui demande
mettre à disposition deux matières très importantes. D'abord, de l'oxyde d'uranium. Donc la France, concrètement, va avoir à cette époque-là de l'ordre de 8 tonnes d'uranium. Et également donc de l'eau lourde, qui est une matière stratégique qui est très importante parce que l'eau lourde, dans un réacteur nucléaire, c'est ce qui permet de ralentir les neutrons dans la réaction en chaîne. D'accord. Donc c'est une matière tout à fait stratégique. Alors bien sûr, à l'époque, la France n'a pas encore de réacteur nucléaire, mais déjà, Frédéric Joliot se projette, se dit, moi, mes travaux, ils doivent aboutir au principe d'un réacteur nucléaire, donc j'ai besoin ce qu'on appelle un modérateur, c'est-à-dire une matière qui va ralentir les neutrons dans la réaction en chaîne. Et cette matière, donc il y a plusieurs matières possibles, hein, il y a le lourd, mais aussi le graphite, mais à l'époque, la priorité la plus disponible, c'est le lourd. Sauf que cette eau lourde, il y a un stock mondial qui existe, qui se trouve en Norvège. Et c'est une société qui s'appelle la Norsk Hydro, qui produit cette matière en Norvège, donc environ à 200 km à l'ouest d'Oslo. Et la France, en fait, a des gros atouts pour récupérer ce stock mondial de lourdes, parce que cette société Norsk Hydro, en fait, est à majorité détenue par des capitaux français. D'accord. Et donc, Raoul Dautry, donc ministre de l'Armement, va demander à un financier qui s'appelle Jacques Allier, qu'il a nommé dans son cabinet auprès de lui, et qui, avant le déclenchement de la guerre, était en fait le correspondant privilégié du directeur de la Norsk Hydro, donc de la société norvégienne de l'azote, hein, pour aller récupérer ce stock mondial de lourd. Donc ça, on est fin février 1940. D'accord. Et donc Dautry demande à Jacques Allier d'aller récupérer ce stock mondial de lourd avec, en appui, plusieurs membres des services secrets français. Parce qu'ils ont bien compris que c'était une matière stratégique et parce que les services de renseignement français savent que les Allemands cherchent également à mettre la main sur le lourd. D'accord, donc il y a une course de vitesse qui va s'enclencher. Exactement. Donc il y a une course de vitesse très importante qui va avoir lieu donc à partir de début mars 1940 et concrètement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est une épopée vraiment formidable qui est vraiment digne d'un James Bond, hein, que j'ai un peu retracé dans un ouvrage qui s'appelle Résistance et dissuasion, et dans lequel, à partir des archives en particulier de la France libre, de la France combattante, j'ai retracé à partir de ces archives un peu toute cette histoire, et également les archives de Jacques Allier, qui sont aux archives nationales. Et donc très concrètement, ce que l'on va voir, c'est que grâce à un subterfuge, encore une fois, la digne d'un James Bond, Jacques Allier et son équipe vont faire croire aux Allemands qu'ils ont pris un avion qui va partir en direction des Pays-Bas. D'accord. Et cet avion, d'ailleurs, sera intercepté par la Luftwaffe. Alors qu'en fait, ils ont embarqué les 23 bidons de lourdes dans un autre, donc en gros, ça fait 185 kilos de lourdes, dans un autre avion, grâce encore une fois d'un stratagème de désinformation et qui allait directement en Écosse, où là, il n'a pas été intercepté. Donc, ils ont pu débarquer tout le stock mondial de lourdes en Écosse et ensuite, il y a tout un itinéraire pour le ramener à Paris, au Collège de France. Donc, encore une fois, on est à la mi-mars 1940. Concrètement, c'est des bidons Oui. Donc 23 bidons de lourdes, donc effectivement, donc pour ça qu'il pouvait pas, Jacques Allier ne pouvait pas faire ça tout seul, donc il était aidé par toute une équipe donc des services secrets français. Et donc défaite de la France, qu'est-ce qui est devenu cette eau lourde? Alors voilà, donc on a bien compris, c'est un enjeu stratégique majeur pour la France, et donc très vite, ce que décide en particulier Raoul Dautry, c'est d'exfiltrer cette matière stratégique en direction de la Grande-Bretagne. D'accord. Et donc, il va signer un ordre de mission précisément pour les. Donc, là, on est le 16 juin 1940. Il va signer un ordre de mission pour plusieurs membres de l'équipe de Frédéric Joliot, qui s'appelle Hans Alban et Lech Warski. Donc, Hans Alban, ce sont donc deux membres de l'équipe de Frédéric Joliot. Hans Alban est d'origine autrichienne, Lech Warski est d'origine russe. Tous les deux ont été naturalisés français, juste avant le début de la guerre. Et donc, concrètement, il va missionner, donc Raoul Dautry va missionner ces deux chercheurs de l'équipe de Frédéric Joliot pour poursuivre les travaux engagés avec l'équipe de Joliot en Grande-Bretagne avec l'eau lourde. Donc l'eau lourde, avant la capitulation, l'armistice, part en bateau, j'imagine? Part en bateau, sur un bateau britannique. D'accord. En fait, les Britanniques étaient très bien organisés et ils mettaient à disposition des chercheurs étrangers qui souhaitaient
participer à l'effort de guerre britannique. Donc, il les aidait en fait à s'exfiltrer vers la Grande-Bretagne. D'accord. Et donc là, il y a eu donc une organisation qui a été faite. Simplement, ce qui est important de savoir, c'est que cet ordre de mission du 16 juin 1940, manifestement, il est antidaté. Et d'ailleurs, il est manuscrit, il n'est pas tapé à la machine. Et pourquoi il serait antidaté? Donc, cette lourde, elle est sur le port de Bordeaux. Hein, elle va partir. Antidaté, probablement, il doit dater du 17 juin. Pourquoi donc le 16 juin? Parce que le 16 juin au soir, c'est le maréchal Pétain qui prend le pouvoir. Et D'accord. donc, Ouais. le gouvernement de Paul Reynaud tombe, alors que ce soit Paul Reynaud ou Édouard Daladier, hein, les deux précédents gouvernements, en fait, avaient soutenu vraiment hein, la récupération de l'eau lourde. Donc voilà. Ok. Souvent, on parle un peu de la drôle de guerre, vous savez, en disant toute cette période-là, là, on n'a rien fait, etc. C'est faux. Là, ça montre exactement qu'au contraire, cet épisode-là, il montre qu'il y a eu une volonté vraiment de poursuivre les travaux capitaux hein, pour l'issue de la guerre et en allant récupérer ce stock mondial de l'ordre. Et oui, ça montre bien que l'arme atomique n'existait pas encore, mais on comprenait très bien le potentiel de cette arme avec tout le soin qui a été mis à exfiltrer cette eau lourde de Norvège, puis de France jusqu'en Angleterre. Exactement. C'est-à-dire que les enjeux, Joliot les avait complètement en tête. Ouais. Ça, c'est très clair. Encore une fois, ce brevet, alors j'ai parlé du brevet secret de 1939, en fait, il y en avait trois. Celui qui nous intéresse ici, c'est avant tout celui qui est intitulé Perfectionnement charge explosive, donc sur l'explosif nucléaire. Mais il y en avait, les deux autres concernaient en fait le principe d'un réacteur nucléaire. D'accord. Et en fait, Bertrand Goldschmidt, qui est l'un des ce qu'on appelle les atomiciens de la France libre, qui ensuite va rejoindre le commissariat à l'énergie atomique, le CEA, après la guerre, a beaucoup écrit sur cette histoire. D'ailleurs, je recommande vraiment la lecture, en particulier un ouvrage qui s'appelle Pionnier de l'atome, Pionnier au pluriel de l'atome, qui a été publié en 1987, dans lequel il relate toute cette histoire, et ce qui est passionnante. Et donc, ce que dit Bertrand Goldschmidt, c'est que autant le principe du réacteur nucléaire le brevet était vraiment déjà très, très avancé, autant celui sur le principe de la bombe il y avait encore du travail à faire, quoi. Mais ce qu'il dit, c'est que les grands principes étaient déjà élaborés par l'équipe de Joliot. D'accord. Donc, c'est ça qui est fondamental. D'accord. Donc, les recherches nucléaires françaises sont interrompues. Elles reprendront qu'après la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, elles ne sont pas interrompues. Enfin, C'est-à-dire qu'en elles fait, passent en Angleterre, en fait. voilà, je parlais de Hans Alban et les Kowalski vont rejoindre les équipes britanniques à Cambridge et donc D'accord. vont poursuivre les travaux. Et puis d'autres vont suivre, en particulier à la demande du général de Gaulle, ce qu'on appelle les atomiciens de la France libre. Ah oui, c'est ça. Ouais. Voilà, donc, donc avec notamment Jules Guéron et Bertrand Goldschmidt. Et donc ils vont donc poursuivre les travaux, d'abord en Grande-Bretagne et ensuite au Canada, à partir de 1943 au Canada. Et ça jusqu'à 1945, même plus. C'est-à-dire que ce qui est intéressant de voir, c'est que je vous ai beaucoup parlé de Bertrand Goldschmidt. Bertrand Goldschmidt sera celui qui va rester le plus longtemps aux États-Unis à la demande des Américains. Pourquoi? Parce que les Américains jugent qu'il sait beaucoup trop de choses. D'accord. Et que s'il rentre en France, il risque de dévoiler beaucoup de secrets. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, donc, comme je le disais tout à l'heure, tous ces scientifiques spécialistes de l'atome, ils étaient très peu nombreux, ils se connaissaient tous. Et donc, Bertrand Goldschmidt connaissait bien Glenn Seaborg, l'Américain qui a découvert le plutonium. D'accord. Donc ça, avec son équipe, il découvre le plutonium au premier trimestre 1941. Et donc, il se trouve que Bertrand Goldschmidt va pouvoir va pouvoir faire plusieurs stages entre guillemets, hein, concrètement participer aux travaux de l'équipe de Glenn Seaborg à Chicago en 1942 et en 1943, à plusieurs reprises. Alors même que la France n'a pas participé stricto sensu au programme Manhattan. Pourquoi? Parce que Roosevelt ne voulait pas en entendre parler. Comme vous le savez, les relations entre Roosevelt et De Gaulle n'étaient pas très bonnes. Mais concrètement, ce que je veux dire, c'est que voilà, Goldschmidt va devenir c'est un chimiste, et il va devenir un grand spécialiste de l'extraction du plutonium, ce qui sera extrêmement utile au sortir de la guerre, quand la France va lancer son programme nucléaire de défense. Donc, les États-Unis ne rentrent en guerre que fin 41. Par contre, hein, aux États-Unis aussi, on commence à comprendre l'intérêt de cette potentielle nouvelle arme.
Et donc, vous incitez sur l'importance d'une lettre qui a été co-signée par Einstein en 39. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette lettre? Voilà, effectivement, donc c'est une lettre qui est signée par Einstein, donc on est en août 1939, donc juste avant, un mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une lettre qui est signée par Einstein, mais en fait qui a été écrite par un scientifique hongrois qui s'appelle Leo Szilard, et qui en fait avait pour but d'alerter le président des États-Unis, donc le président Roosevelt, sur l'état d'avancement des travaux, en particulier en Europe, sur les possibles applications militaires de l'énergie atomique. Et donc, dans cette lettre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il cite plusieurs noms. Il cite trois noms, en fait. Les noms de Frédéric Joliot, de Enrico Fermi et de Léo Szilard, en disant ces trois-là, ce sont eux qui sont les plus avancés dans le camp des démocraties. Donc, il ne D'accord. cite pas évidemment. Ce qu'il dit à côté de ça, c'est que les Allemands, il y a une course de vitesse qui est engagée. Les Allemands cherchent maintenant à acquérir également toutes ces compétences, alors même que le laboratoire de Berlin est déjà très avancé dans ce domaine. Donc, cette lettre, effectivement, donc, en août 1939, concrètement, le président Roosevelt, on sait qu'il ne la lira pas avant octobre suivant, bon, c'est comme ça, mais que tout de suite, dès qu'il en prend connaissance, il va mettre en place un comité qui va s'intéresser aux recherches sur l'uranium, comité de l'uranium, et qui va commencer à faire des travaux sur le sujet. Alors même qu'il y a déjà plusieurs universitaires américains qui s'intéressent au sujet, en particulier Ernest Lawrence, donc là, lui est à Berkeley, et puis Arthur Compton, qui lui est à Chicago. Cette première lettre, ça va être un premier symbole de l'intérêt du pouvoir politique américain pour l'atome. Ensuite va commencer le fameux programme Manhattan. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur sa genèse et son déroulement? Alors juste peut-être dire avant, parce qu'effectivement, donc, avant la mise en place du programme Manhattan, donc là c'est à l'été 1942. D'accord. Déjà dire que, encore une fois, tout à l'heure on a vu que l'état d'avancement de l'équipe française, de l'équipe de Frédéric Joliot était très importante. Il y a une sorte de passage de relais qui est passé très vite donc à l'équipe des équipes britanniques à Cambridge, et les Britanniques s'intéressent beaucoup au sujet aussi. Et à tel point qu'ils ont mis en place, dès avril 1940, ce qu'on appelait le Mode Committee, qui est le premier organisme en fait, qui s'intéresse à ce sujet des applications militaires de l'énergie atomique. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que la première réunion a lieu en avril 1940, à laquelle participe Jacques Allier, le français, De l'eau lourde. de Lourdes. Ouais. Pourquoi? Parce que Raoul Dautry, ministre de l'Armement de l'époque, a demandé à Jacques Allier d'aller briefer les Britanniques sur l'état d'avancement des travaux français, D'accord. mais aussi sur la course de vitesse qui est engagée avec les Allemands, pour bien sensibiliser les Britanniques sur maintenant il fallait très vite, quoi. Et voilà. Et donc ça, c'est un point très important, le mot de comité. Ensuite, Churchill, en tant que Premier ministre, lui, est tout à fait déterminé. Il a bien compris aussi les enjeux considérables autour de ce sujet. Et donc, lui va mettre en place très vite, et là on est en juillet 1941, à partir donc des travaux qui sont faits et présentés en particulier par James Chadwick, celui-là même qui a découvert le neutron en 1932. En juillet 1941, il publie un rapport avec son équipe qui met en avant le fait que maintenant on peut vraiment produire une arme atomique parce que tout l'enjeu de l'arme atomique, c'est évidemment d'être sûr qu'on peut caser le fonctionnement de l'énergie atomique dans une petite arme. Et donc, il a parfaitement conçu que c'était possible. Et donc, quelques mois après, Churchill va créer ce qu'on appelle le Directorate of Tube Alloys, donc alliage d'aluminium. Vous voyez que c'est tout à fait cryptique, et c'est une bonne raison si on n'emploie pas des termes plus explicites, parce que c'était tellement secret qu'on parlait uniquement de Tube Alloys. Et D'accord. ce qui est On voulait cacher le vrai objet Oui, oui, c'est très clair. D'accord. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand vous regardez les archives, en particulier, je vous dis, j'ai pas mal regardé les archives de la France libre, de la France combattante, et dans les échanges qu'ils ont avec les Britanniques, ou les Américains, quand on parle de la bombe atomique, on voit marqué TA pour Tube Alloys. Et en Oui. fait, ça veut dire bombe atomique, mais on ne veut pas en parler, c'est trop secret. D'accord. C'est donc tube d'aluminium pour. Voilà. D'accord. Et donc voilà. Donc ça pour dire que les Britanniques ont pris le relais. Ils vont aussi très vite.
Et à tel point que, précisément, les Américains vont prendre conscience de leur côté que maintenant, il faut qu'ils aillent également très vite, a fortiori avec le déclenchement de la guerre pour les États-Unis à partir de décembre 1941. Et c'est à partir de ce moment-là que va se mettre vraiment en place un programme, donc ce qu'on appelle le programme Manhattan, à partir donc plus précisément de l'été 1942, donc juillet-août, donc dirigé par un militaire, donc le général Groves, avec donc un directeur scientifique, donc Oppenheimer, Le fameux. le fameux, donc qui va lui précisément donner toute cette impulsion scientifique que ne pouvait pas faire Grove. Grove, s'il a été choisi, c'est parce que c'est un très très grand organisateur. D'accord. En particulier, c'est lui qui avait créé le Pentagone, le ministère de la Défense britannique à Washington. Le bâtiment? Oui, le bâtiment, ouais, c'est lui qui avait tout organisé. Et donc, on savait qu'il était très, très bon en termes d'organisation, mais ce n'était pas un scientifique. Donc, le scientifique, c'était évidemment Oppenheimer, et c'est lui qui va impulser tout le mouvement. Donc, ça, on est donc à l'été 1942. Et donc, très vite, Oppenheimer donc, va définir les différentes voies possibles. Donc, il va s'intéresser donc à la fois du plutonium, mais aussi à la voie de l'uranium enrichi. Donc c'est deux façons de faire la bombe à Voilà, l'époque. voilà, exactement. Donc, sur les deux façons de faire la bombe, et avec aussi deux types d'armes, ce qu'on appelle des armes à rapprochement et des armes à implosion. Donc, c'est les deux qui vont être perfectionnés. Et voilà. Et donc tout ça on rentre dans le cadre du programme Manhattan, qui est donc un projet industriel considérable et qui va pouvoir bénéficier donc à la fois du potentiel économique, industriel, scientifique considérable des États-Unis, et aussi de l'étendue géographique du pays, qui va permettre effectivement d'avoir des centres tout à fait disséminés. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les Britanniques, en fait, n'étaient pas chauds pour continuer leurs propres travaux sur le sol britannique, parce qu'effectivement, ils craignaient une invasion allemande. Et donc là, à partir du moment où c'était sur un continent nord-américain que l'on pouvait poursuivre les travaux, évidemment, ça arrangeait beaucoup de monde, a fortiori à partir du moment où les États-Unis avaient ce potentiel financier et industriel, et ça qui est considérable. Donc, avec plusieurs sites qui vont se mettre en place. Donc, à la fois dans le Tennessee pour l'uranium enrichi, dans l'État de Washington à Hanford pour le plutonium. Et puis donc, bien sûr, à Los Alamos, pour là où on va concevoir et fabriquer l'arme nucléaire. Dans le Nouveau-Mexique. Voilà. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que vous montrez que donc ces recherches, on ne parle pas de dissuasion nucléaire, on voit vraiment l'arme nucléaire comme une arme d'attaque, en particulier dirigée à la base. Ce que j'ai compris, c'est que le projet Manhattan était plutôt dirigé contre l'Allemagne. Et ensuite, vu que l'Allemagne a été vaincue, il a été utilisé contre le Japon impérial. Effectivement, à l'origine, l'arme à nucléaire, c'est vu comme une super arme conventionnelle, donc une arme d'emploi. C'est-à-dire une grosse bombe. Exactement, une grosse bombe. D'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on parle de l'énergie des armes nucléaires, le référentiel, c'est les armes conventionnelles. On raisonne en termes de tonnes ou de kilos ou de tonnes de TNT. D'accord. Donc, par définition, à l'origine, un explosif conventionnel. Et avec l'idée précisément, quand on parle par exemple de l'explosion d'Hiroshima, donc le 6 août 1945, c'est 15 KT, donc kilotonnes de TNT. D'accord. Donc c'est ça le référentiel. Donc encore une fois, c'est vu comme une arme d'emploi, une arme qui sera utilisée. Donc à l'origine, comme vous le disiez, effectivement, l'objectif, c'est l'Allemagne nazie. L'une des raisons pour lesquelles il y a eu un très fort engagement des équipes au sein du programme Manhattan, c'est qu'elle comprenait un certain nombre de scientifiques qui avaient fui l'Allemagne nazie. Oui. Et en particulier parce qu'ils étaient juifs, donc parce que, comme on le sait, en raison de la politique antisémite de Hitler, et donc il voulait absolument que cette arme effectivement soit dirigée contre l'Allemagne nazie. Et donc, effectivement, la bascule va avoir lieu, je dirais, à partir de 1943, où là, on voit très clairement, déjà dans les archives de Grove, on le voit, on commence déjà à parler du Japon.
D'accord. Parce qu'on sait que l'Allemagne nazie est en train de perdre la guerre. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais enfin, il y a déjà des signes annonciateurs importants. Et très clairement, c'est à partir de septembre 1944, une grande conférence s'appelle à Hyde Park avec Churchill et Roosevelt, dans laquelle on voit très clairement que maintenant, c'est très clair, l'arme servira contre le Japon. Voilà. Donc, avec l'idée effectivement que ce sera une arme d'emploi. Énorme d'emploi et aussi pour éviter aux Américains de devoir envahir le Japon Hmm. militairement. J'ai vu que vous en parlez dans votre livre. Il y avait des plans du coup d'invasion du Japon Hmm. euh, qui prévoyaient de mobiliser 5 millions d'hommes jusqu'en 1946. Donc la guerre aurait pu durer un an de plus. Donc la bombe atomique a été vue comme un moyen d'abréger la guerre en montrant aux Japonais la supériorité de cette arme par rapport aux autres. Aux autres. Exactement. Donc là, on savait que face à la détermination des soldats japonais, on l'a vu notamment à Okinawa, qui a une énorme détermination pour ne pas terminer la guerre. On voyait concrètement que le nombre de GI qui risquaient de mourir serait considérable. Et donc, ça a été un facteur clé, effectivement, pour l'autorité politique aux États-Unis pour décider l'emploi de la guerre. Pardon, pour décider de l'emploi de l'arme dans cette guerre. Cela dit, il y a eu tout un débat. Il y a eu tout un D'accord. débat, en particulier au sein des scientifiques. Il y a eu un rapport d'un scientifique, James Franck, avec plusieurs autres scientifiques du programme Manhattan, donc qui est tout à fait secret, bien entendu, et qui dit, mais avant de l'employer, il faut faire un test. Non, ça, on est au début juillet 1945. Avant d'employer l'arme, il faudrait faire un test de démonstration pour montrer aux Japonais la réalité de la puissance d'une telle arme, afin précisément, donc le terme de dissuasion n'existe pas encore, hein, D'accord. mais précisément afin de les dissuader, mais là encore une fois ce terme est un peu Ah, anachronique parce qu'il n'existe pas encore, mais en gros c'est ça, ça revient à ça, pour les dissuader de continuer à combattre, quoi. d'accord. Donc faire un test public en Oui, oui, disant voilà ce qu'on a fait. Maintenant, si vous arrêtez pas, la prochaine sera contre vous. exactement. Et D'accord. là, à l'époque, l'autorité politique américaine a dit hors de question de faire ça. D'accord. Et ben, ne serait-ce que parce que, et si cet essai échouait, Oui. ce serait évidemment un très mauvais signe, un très mauvais signal. Et donc voilà, donc il était hors de question pour l'autorité politique américaine de faire Donc, de faire un test de démonstration. Bon, voilà, mais encore une fois, il y a eu tout un débat, mais la décision va être prise en fait fin juillet 1945, précisément pour l'utiliser contre différentes cibles au Japon. Alors, entre-temps, il y a eu bien sûr, à la mi-juillet 1945, le premier essai nucléaire américain à Lamogordo, qui a montré que l'arme fonctionne. Et donc, celle qui a été testée, c'est une arme au plutonium, précisément, et qui a donc très bien fonctionné, avec de l'ordre de 20 KT, 20 kilotonnes de TNT. Et voilà. Donc, ensuite, la décision est prise de l'employer, cette arme, sur Hiroshima. Donc là, le 6 août 1945, et face donc qui a une énergie d'environ 15 kilotonnes, et face à la volonté japonaise de poursuivre les combats, donc le 9 août 1945, les Américains vont utiliser à nouveau une autre arme à Nagasaki, et qui, elle, fera de l'ordre de 20 kilotonnes. d'accord. Et les Japonais se rendent compte de l'aspect spécial de cette arme? Comment ils le vérifient eux-mêmes? Comment... Alors exactement, ce qui est très intéressant, c'est que dans un premier temps, ils ne veulent pas le croire que c'est une bombe atomique. Donc, dans un premier temps, ils vont. C'est pas avant le 8 août 1945 qu'ils ont la certitude que c'est une arme nucléaire qui a été employée. Et en fait, c'est le grand spécialiste japonais des questions nucléaires qui vient sur place à Hiroshima pour attester que c'est bien une arme nucléaire qui a été utilisée. D'accord, un physicien qui vient. Oui, c'est ça exactement. D'accord. Il y avait deux grands physiciens au Japon, et donc voilà. Et donc ça permet effectivement mais il n'empêche que, donc, encore une fois, on est le 8 août, il n'empêche que le pouvoir politique au Japon souhaite continuer la guerre, et donc d'où l'utilisation une deuxième fois de l'arme atomique. Mais encore une fois, comme une arme d'emploi, comme une super arme conventionnelle. Et la notion de dissuasion nucléaire n'existe pas encore. Sauf que, c'est ça que je trouve intéressant, parce que, vous savez, il y a tout un débat, savoir est-ce que
la technologie précède la stratégie ou inversement. Et donc, dans l'histoire de l'armement en général, ce qu'on voit concrètement, c'est que la plupart du temps, c'est comme la technologie, l'innovation technologique qui précède l'élaboration d'une stratégie. D'accord. Sauf que là, il faut nuancer un tout petit peu. Pourquoi? Parce que dès juillet 1945, les Britanniques, à travers un rapport qui a été commandé à l'état-major des armées britanniques, va faire va mettre en exergue le fait que le fait pour la Grande-Bretagne de posséder une telle arme dans le futur, hein, parce qu'on n'y est pas encore, mais dans le futur, ça leur permettrait là je reprends l'expression anglaise, to deter, donc de dissuader un adversaire potentiel d'attaquer la Grande-Bretagne du fait que la Grande-Bretagne aurait une capacité de seconde frappe, c'est-à-dire pourrait répondre à une première attaque, Riposter de manière. voilà, riposter. Donc c'est intéressant de voir, on voit, c'est un rapport secret à l'époque en Grande-Bretagne, mais qui montre déjà que concrètement, les Britanniques ont anticipé en fait le principe de la dissuasion. Au début, on considère l'arme nucléaire comme une arme conventionnelle, c'est-à-dire une forte arme, une arme de forte puissance et classique, alors qu'en fait, c'est une arme exceptionnelle par le niveau de dégâts qu'elle peut Exactement. infliger et le fait qu'elle peut annihiler un riposte, par exemple, comme ça. Exactement. Ouais, d'accord. Parce qu'en fait, elle fait ce qu'on appelle toujours aujourd'hui des dommages inacceptables. Ouais. Sauf que là, il y a une grande révolution. Donc là, on parle de bombes atomiques. La grande révolution suivante, là, avec une énergie encore plus considérable, ça sera évidemment la révolution thermonucléaire, hein, qui aura lieu pas avant le début des années 50, en 1952 aux États-Unis, 1953, 1954 en URSS. Enfin bon, là, j'avance un peu vite. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, on raisonne vraiment en termes de superarmes conventionnelles, mais certains, donc on a vu l'état-major britannique qui a déjà réfléchi en termes de stratégie à l'évolution future. Et à côté de ça, il y a des articles qui commencent après, en gros, 2 mois après Hiroshima. Il y a un amiral français qui s'appelle Raoul Castex, qui va publier dans la revue de défense nationale un article, donc on est en octobre 1945, hein, donc juste 2 mois après, dans lequel il ne parle pas encore de dissuasion, mais dans cet article, on le lit bien, il a déjà élaboré ce que sera une possible stratégie nucléaire française, en disant mais c'est pas la peine d'avoir un grand nombre d'armes pour être efficace avec l'arme nucléaire, parce qu'il suffit d'en avoir que quelques-unes pour précisément faire en sorte de ne pas être attaqué. Avançons un peu dans le temps. Donc en 1949, les Soviétiques se dotent de l'arme nucléaire, en grande partie dû au fait qu'ils avaient beaucoup d'espions au sein du programme Manhattan. Ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que justement, vous abordez les différentes crises nucléaires, en particulier dans la guerre froide. Et je voulais avec vous aborder sûrement la plus grave de ces crises, c'est celle de Cuba, en 1962. Est-ce que vous pouvez rappeler le contexte, ce qui s'est passé et quelles leçons tirer de cette crise qui a vraiment effrayé le monde à l'époque? En fait, voilà, la crise de Cuba effectivement est très, très intéressante, donc c'est vraiment intéressant d'en parler. En même temps, c'est vrai que c'est celle qui est la plus connue, mais à juste raison, hein, je vais y revenir. Mais je pense qu'on va en reparler. Il y a, à mon avis, 2 autres crises tout aussi importantes, crise nucléaire, dont on pourra peut-être également parler. Alors, pour la crise de Cuba, effectivement, le contexte, c'est précisément d'abord, c'est pour ça que je parlais des 2 autres crises, la crise de Berlin. Il y a une grande crise importante qui va durer de 1958 à 1963, qui est donc ce qu'on appelle la crise de Berlin, au cours de laquelle les soviétiques font pression sur les alliés occidentaux pour qu'ils cèdent, c'est-à-dire pour qu'ils se retirent de Berlin-Ouest. Donc Berlin-Ouest est un petit îlot au milieu de l'Allemagne. Voilà, donc c'est vraiment une enclave, et effectivement au sein de l'Allemagne de l'Est, mais c'est un symbole très fort, précisément pour le monde libre. Et donc il est hors de question évidemment de céder à un ultimatum soviétique qui est très fort, hein, et une très très forte pression. Donc cette crise, elle va durer de 1958 à 1963, avec notamment ce qui est connu, la mise en place du mur de Berlin en 1961. C'est vraiment une crise très très forte. Et c'est dans ce contexte-là
que les Soviétiques vont chercher à voir s'ils peuvent aussi intervenir sur un autre théâtre d'opération au plus près des États-Unis. Et là, il faut remettre ça aussi dans un autre contexte, qui est un contexte technologique et aussi d'un mythe très important à l'époque. Là, on a la fin des années 50, début des années 1960, ce qu'on appelait le missile gap, le mythe du missile gap, c'est-à-dire le fait que les États-Unis auraient beaucoup moins de missiles que les Soviétiques. Donc, je remets un peu en perspective, c'est-à-dire la priorité, premier vecteur de l'arme atomique, ça a été un avion bombardier, hein, donc le B-29, qui est sur Hiroshima et Nagasaki. Donc à l'époque, il n'y a pas de missile. Un vecteur, c'est le moyen d'envoyer Voilà, la bombe. voilà, de porter l'arme. Voilà. Ouais. Et donc, à l'époque, dans un premier temps, c'est l'avion bombardier. Ensuite, les missiles, ça arrive plus tard. La seule chose, c'est que au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Soviétiques vont aller très très vite dans le domaine des missiles. On parle beaucoup des Scud, voilà, c'est très connu. Mais il faut savoir qu'ils ont aussi récolté, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux savants allemands qu'ils ont fait prisonniers et qui vont participer de force, hein, bien sûr, à la montée en puissance de l'armement soviétique, et en particulier dans le domaine des missiles. À tel point que donc le premier missile dit intercontinental va être envoyé dans l'espace par les soviétiques en 1957, en août 1957, et qui va permettre précisément de mettre en orbite le premier satellite artificiel de l'histoire, le Spoutnik, D'accord. donc quelques semaines après. Et ce qui est important de voir, c'est que le Spoutnik, c'est un choc pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, ils se réveillent en se disant, mais si les Soviétiques sont en capacité de mettre en orbite un satellite artificiel dans l'espace, ils ont aussi la capacité de nous attaquer avec un missile intercontinental. Donc ça, c'est le missile gap dont vous parlez. Alors je dis missile gap, pourquoi? Parce que à l'époque, et ça, les Soviétiques vont aussi participer à la propagation de ce mythe, ils vont laisser croire au monde qu'ils ont une très forte supériorité dans ce domaine. Alors que dans la pratique, c'est pas exact. Dans la pratique, en fait, le réveil américain est un peu tardif, c'est-à-dire à partir du milieu des années 1950, les Américains se réveillent et ils comprennent qu'effectivement, maintenant, il faut qu'ils mettent un peu plus le paquet sur les missiles, alors que jusque-là, on l'a vu, ils ont mis un très gros effort dans le domaine des avions bombardiers. Ils sont commencés à s'intéresser aux sous-marins également. Sous-marins donc à propulsion nucléaire, mais aussi sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, mais qui le premier deviendra opérationnel, le George Washington, à partir de 1960. Et donc, à partir du milieu des années 50, ils se disent qu'il faut aussi qu'on mette l'accent sur les missiles. Et dans la pratique, les premiers missiles opérationnels du côté américain vont précéder les premiers missiles intercontinentaux opérationnels du côté soviétique. Du côté soviétique, c'est pas avant 1962. Je vous ai parlé donc du Sputnik en 1957, mais en fait, c'était pas à l'époque encore un missile en capacité d'atteindre le territoire américain et avec une arme nucléaire. Ils n'en étaient pas capables. Et donc, dans la pratique, le nombre de missiles intercontinentaux donc, qui ont de l'ordre de 10 000 km de portée, ce sont les Américains qui vont être les premiers à en avoir. Simplement, ce mythe en fait, va être propagé également aux États-Unis. Hein. Et en particulier lors de la campagne de 1960, la campagne de Kennedy, il propage. Mais ensuite, Kennedy va reconnaître que non, c'était un mythe et qu'en fait, c'est bien les Américains qui avaient une supériorité dans ce domaine. Et ça a été donc tout à fait avéré. Et le soviétique, voilà. Donc, tout ça pour dire que autant le Spoutnik a été un choc parce que les États-Unis, tout d'un coup, se sont sentis vulnérables à une première frappe soviétique, autant dans la pratique, ce n'était pas le cas. Et donc, il y avait bien un mythe. Donc voilà, pour revenir donc maintenant à la crise de Cuba, qui est le sujet donc, que vous souhaitiez aborder, tout ça pour dire que, ben, voilà, en fait, il y a une infériorité du côté soviétique qui veulent compenser en s'approchant au plus près du territoire américain, notamment à l'aide de missiles qu'on appelle les missiles IRBM,
Donc des missiles de moyenne portée qui sont des missiles de l'ordre de 3000 à 5500 km de portée. Donc de quoi toucher le territoire américain depuis Cuba. Voilà, exactement, en visant notamment les sites de missiles américains. D'accord. Et donc c'est ça qui intéresse les soviétiques. Et c'est la raison pour laquelle ils vont décider, avec leur allié cubain, d'implanter des missiles IRBM et MRBM, c'est-à-dire de plus courte portée, MRBM, c'est donc de 1000 à 3000 km de portée, sur le sol cubain. Donc le seul problème, c'est dans un premier temps, les Américains, donc là on est en août 1962, ont détecté déjà des mouvements militaires, etc. Mais ils sont persuadés que les Soviétiques ne vont pas implanter des missiles dits offensifs sur les territoires cubains. Ils pensent que c'est uniquement des missiles de type défensif, type défense antimissile. Et en fait, c'est pas avant la mi-octobre 1962 que le renseignement américain va s'apercevoir que si c'est bien réel, il y a bien une implantation du côté soviétique à Cuba de missiles en capacité d'atteindre le territoire américain. Donc là, il y a vraiment un point de bascule. Et là, tout de suite, le président Kennedy va réagir très très vite. D'ailleurs, bon, une fois qu'il est alerté, informé de l'état de la menace, il attend en gros une semaine avant de prévenir ses concitoyens, parce qu'il montre qu'il ne veut pas se précipiter. Et en termes de dissuasion, c'est très important parce que ça veut dire qu'il faut maîtriser le discours dans ce domaine. Et il ne veut surtout pas qu'il y ait de panique au sein de l'opinion publique. Donc il va attendre une semaine. Le président Kennedy, en fait, a plusieurs options pour réagir face à cette initiative militaire soviétique. Et celle qu'il va précisément choisir, c'est celle du blocus, en obligeant les navires soviétiques de ne pas franchir ce blocus, donc de ne plus approcher les côtes cubaines et ne plus délivrer précisément des missiles et des têtes nucléaires. Sauf que les soviétiques sont quand même parvenus à mettre sur place quelques têtes nucléaires, ça c'est avéré. Et c'était conforme à un plan que les Soviétiques avaient mis au point quelques mois auparavant, hein, qui visait à déployer environ 10 000, le plan c'était 50 000 soldats soviétiques sur le territoire cubain, dont certaines unités qui étaient nucléarisées. Il y a une chose qui ne sera connue qu'après la crise de Cuba, c'est qu'en plus de ces missiles de portée intermédiaire, les Soviétiques avaient implanté à Cuba des missiles tactiques, c'est-à-dire des missiles de courte portée. Et ça a été connu qu'après. Et voilà. Donc tout ça pour dire que très grande fermeté du côté américain dans le discours rendu public par le président Kennedy, mais en même temps grande prudence dans les négociations. C'est-à-dire, il ne veut surtout pas faire une première frappe sur les territoires cubains. Il veut être très prudent. Il veut négocier avec les soviétiques, en particulier via différents réseaux, en particulier un réseau renseignement, et également via l'ambassadeur soviétique à Washington. Donc il y a tout un réseau parallèle qui se met en place de négociations qui va permettre de trouver une solution. Et la solution qui sera trouvée, mais qui ne sera pas rendue publique tout de suite par les Américains, c'est en contrepartie du retrait des missiles soviétiques à Cuba. Ça sera le retrait de missiles dits IRBM, donc de missiles intermédiaires, qui étaient déployés en Turquie et en Italie. D'accord. Voilà, c'était le deal. C'était OK. Mais qui permettait aux deux parties, en fait, de ne pas perdre la face. Mais dans la pratique, ce que l'on voit, c'est que, pour moi, c'est ça le point important, c'est que la dissuasion a fonctionné. Le principe de la dissuasion nucléaire a fonctionné, c'est-à-dire que ça revient aussi à l'étymologie du terme dissuader. Hein, dissuader, c'est, quand on regarde le mot dans un dictionnaire, c'est parler pour inciter quelqu'un à ne pas agir. Donc pour l'inciter à ne pas passer à l'action. Donc ça veut dire que le discours, ce qu'on appelle le discours dissuasif, est capital quand on parle de dissuasion. Il faut savoir dialoguer avec son adversaire, mais bien sûr en ayant des capacités, hein, faire comprendre aussi à un adversaire qu'on a des capacités qu'on est prêt à employer s'il ne comprend pas le discours. Quelle autre leçon tirer de cette crise? Quand je dis que la dissuasion nucléaire a fonctionné, c'est très clair. Enfin, ça a été capital avec la crise de Cuba et qui a montré en fait que l'arme nucléaire, c'est un élément de stabilité dans les relations internationales. C'est ça la grande leçon que l'on peut tirer de cette crise,
que l'on peut tirer également de la crise de Berlin, dont j'ai parlé précédemment, et aussi d'une autre crise qui aura lieu après, qui s'appelle la crise des euromissiles, qui va durer, elle, de 1979 à 1987, et qui va se terminer par un traité de désarmement, le traité de Washington, qui concerne les forces nucléaires intermédiaires, c'est-à-dire les armes d'une portée de 500 à 5500 km de portée. Et c'est un traité très important parce que c'est le premier traité de désarmement nucléaire de l'histoire. Revenons-en à la France. On est à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment la France va réussir à se doter de l'arme nucléaire alors qu'elle est dans un état, le pays est vaincu, économiquement détruit? Comment, en 15 ans environ, la France va réussir à se doter de l'arme nucléaire? Alors, c'est très intéressant de voir, en particulier dans les archives, je reviens beaucoup à ça, mais pour moi, c'est un élément clé, parce que la Seconde Guerre mondiale, pour moi, c'est un élément clé si on veut comprendre la dissuasion nucléaire française. La France a été envahie, et pour la résistance française, de manière générale, hein, c'est plus jamais ça, plus jamais d'invasion de la France. Et pour ceux qui étaient persuadés de l'enjeu du nucléaire militaire pour protéger la France, ça va être capital. Et en particulier, on le voit dans les archives de la France libre, de la France combattante pendant la guerre. Déjà, les atomiciens de la France libre, dans leurs travaux, dans ce qu'ils écrivent, ils raisonnent déjà à l'après-guerre en disant: là, c'est un enjeu capital pour le redressement de la France au sortir de la guerre, pour reconstruire la France, tant sur le plan économique, grâce à l'énergie nucléaire civile, que sur le plan militaire, grâce aux applications militaires de l'énergie atomique. Donc voilà. Donc, il raisonne déjà comme ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le général de Gaulle, qui a suivi de loin pendant toute la guerre tout ça, mais qui a, comme vous le savez, qui était un grand stratège, donc il raisonnait beaucoup en stratège. L'une de ses dernières décisions avant de quitter le pouvoir en tant que chef du gouvernement provisoire de la République française en 1946, juste avant, donc quelques semaines avant, l'une de ses grandes décisions, ça a été de créer le commissariat à l'énergie atomique. Donc là, c'est une ordonnance du 18 octobre 1945 qui prévoit précisément que le commissariat à l'énergie atomique doit s'intéresser à la fois aux applications civiles et aux applications militaires de l'énergie atomique. Voilà, tant en termes économiques qu'en termes de défense nationale. Le CEA. Voilà, le CEA donc, est créé en octobre 1945, qui commence ses travaux concrètement à partir de janvier 1946, mais c'est l'une des dernières décisions du général de Gaulle avant de quitter le pouvoir. Donc le CEA, donc, comme on l'a vu, avait déjà un très gros potentiel au sein de ses équipes avec tous ceux qui avaient travaillé à la fin des années 30 et puis aussi pendant la guerre. Et à tel point que donc va être nommé à la tête du CEA à partir de janvier 1946 deux personnalités clés dans ce domaine, Frédéric Joliot comme haut-commissaire à l'énergie atomique et Raoul Dautry comme administrateur général. Donc Raoul Dautry qui avait été, on l'a vu précédemment, donc ministre de l'armement pendant la guerre. Et tous les deux, donc, il y a un double exécutif, vont dans un premier temps, il est beaucoup trop tôt à l'époque pour décider ou non de lancer un programme nucléaire militaire, mais ils vont faire avancer les travaux, et en particulier, l'objectif, c'est de produire des réacteurs nucléaires, avec la filière donc, au plutonium. Et donc, simplement, le premier tournant important pour moi dans ce domaine, c'est 1952, lorsque le secrétaire d'État à la présidence du Conseil, qui s'appelle Félix Gaillard, qui était en charge en fait des questions atomiques au gouvernement, va décider de lancer un plan quinquennal de l'énergie atomique. Donc ça, en 1952, qui sera adopté par le Parlement. Et ce qui est intéressant donc de voir, c'est que ce plan quinquennal va permettre de réaliser les premiers réacteurs nucléaires plutonigènes français. Ce qui est intéressant de voir, c'est que lors des débats au Parlement, il y a une motion du Parti communiste qui est déposée en disant mais il faut que la France s'engage à ne pas fabriquer d'armes nucléaires, avec le plutonium qui sera produit par ces réacteurs nucléaires. Et là, il y a une réaction très ferme du gouvernement, en particulier de Félix Gaillard, disant il est hors de question de se lier les mains, a fortiori quand d'autres pays, en particulier de l'autre côté du rideau de fer, se sont dotés de telles armes.
Voilà, donc l'idée, c'est qu'on ne décide pas encore si l'on s'engage ou non dans la voie du nucléaire de défense, mais on n'exclut rien. Et le grand changement, l'étape suivante, c'est à partir de la fin de l'année 1954, lorsque Pierre Mendès France, président du Conseil, va décider, lui, de lancer le programme nucléaire de défense français. Et parce qu'il estime que c'est un élément de souveraineté nationale et que la France a la capacité de se doter d'une telle arme et à la fin d'être indépendante dans le domaine stratégique. Et donc cela va conduire précisément à la création au sein du CEA à la fin de l'année, à la fin décembre 1954, de ce qu'on appelle le Bureau d'études générales. Là aussi, c'est un terme très cryptique, qui est en fait l'ancêtre de la direction des applications militaires du CEA. D'accord, donc il y a un terme qui pourrait tout dire. Ouais. Voilà. Et donc c'est très intéressant. Et ensuite, l'étape suivante, c'est juste l'année suivante, en 1955, lorsque Gaston Spalevski, qui est le ministre en charge des questions atomiques au gouvernement, Gaston Spalevski, c'est un très proche du général de Gaulle, va décider, quant à lui, de financer cet effort en direction du nucléaire de défense, en prévoyant déjà des transferts de fonds entre le budget du ministère de la Défense et le budget du CEA. Donc voilà, le point de bascule, il est là. Et donc là, le mouvement est vraiment lancé et ne sera jamais remis en cause par les gouvernements successifs. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans cette histoire, c'est qu'il y a une continuité. Bon, même quand De Gaulle arrive au pouvoir en 58, il continue, il n'arrête pas du tout les travaux. Bien sûr. Ouais. En fait, l'une des premières décisions de Gaulle, quand il revient au pouvoir, d'abord en tant que président du Conseil, dernier président du Conseil de la 4e République, ça va être tout de suite d'officialiser un programme qui a été lancé clandestinement, parce qu'il a été vraiment personne n'était au courant publiquement du lancement par Pierre Mendès France du programme. Il va l'officialiser en disant maintenant la France doit se doter d'une triade stratégique, c'est-à-dire de plusieurs composantes. Une composante aéroportée, ça va donner lieu aux forces aériennes stratégiques qui deviennent opérationnelles à partir de 1964. Donc des forces aériennes, donc concrètement des avions qui peuvent porter des bombes. Voilà, donc des avions Mirage 4 qui vont porter des bombes, ce qu'on appelle des bombes à gravité, donc qui peuvent être lancées depuis des avions. Ensuite, des missiles sol-sol stratégiques au plateau d'Albion, qui sont donc des missiles évidemment qui serviraient à répondre à une attaque. Donc ça, c'est des missiles. Donc le plateau d'Albion, c'est en Provence. Exactement. Donc c'est des missiles qui partiraient sur des milliers de kilomètres. Voilà, donc on peut penser évidemment que c'était bien sûr en direction de l'URSS, bien entendu. Et puis, autre composante, la force océanique stratégique, c'est-à-dire les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui deviennent opérationnels à partir de 1971. Que ce soit le plateau d'Albion ou les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, ils deviennent opérationnels à partir de 1971. D'accord. Donc, c'est-à-dire que la triade stratégique, en fait, elle est mise en place après De Gaulle par le président Pompidou. D'accord. Et donc, test de la première bombe française en 1960. Voilà. Le premier test donc, a lieu le 13 février 1960 à Regan, donc dans le Sahara algérien. C'est le premier test nucléaire qui permet à la France d'entrer dans le club des puissances nucléaires. Donc là, on est en février 1960. Mais elle n'a pas encore militarisé une arme, et ça aura lieu en 1964, qui va permettre précisément à ce que les forces aériennes stratégiques deviennent opérationnelles en octobre 1964. D'accord. Et donc aujourd'hui, la dissuasion nucléaire française, c'est quoi? Est-ce que ça a évolué depuis les années Pompidou? Concrètement, c'est toujours des sous-marins, La France aujourd'hui a deux composantes. Composante aérienne, donc les forces aériennes stratégiques, avec donc les avions. Donc là, c'est des Rafales. Les Rafales. Qui peuvent porter une bombe. Exactement. Maintenant, avec donc, des missiles qui sont des missiles de croisière, air-sol moyenne portée améliorée. Et puis, à côté de ça, l'autre composante, parce qu'il n'y a évidemment pas de hiérarchie, mais celle qui est arrivée chronologiquement après, c'est la force océanique stratégique, avec donc 4 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont appuyés par 6 sous-marins nucléaires d'attaque, qui sont là pour les protéger. Donc voilà, ce sont les deux composantes, sachant que, vous me direz, il y avait une troisième composante, c'était les missiles sol-sol du plateau d'Albion. Effectivement, cette composante-là a été démantelée. Pourquoi? Parce que à l'époque du président Chirac, la France a voulu montrer l'exemple en matière de désarmement nucléaire. Oui. Donc la France a supprimé intégralement sa composante sol-sol, décision de 1996.
Voilà, donc la France n'a plus que deux composantes, et on peut dire schématiquement qu'il y a une composante qui se voit, c'est-à-dire c'est les avions, une composante qui ne se voit pas, ce sont les sous-marins, parce que c'est tout l'intérêt effectivement d'avoir ces deux composantes. Il y en a une qui permet précisément, en particulier lorsqu'il y a une crise, qu'il y a une composante qui se voit, donc faire comprendre à l'adversaire que, vous voyez, on déploie des avions sur des bases aériennes, mais aussi, que je précise, il y a une autre composante aéroportée qui s'appelle la FANU, voilà, qui, elle, est sur porte-avions. Hein, et qui donc on peut précisément déployer aussi des avions sur porte-avions. Ce sont des Rafales marines. Et puis donc l'autre composante qui ne se voit pas, qui sont donc au fond de la mer, diluées dans les océans et qui par définition sont indétectables. Donc c'est ça l'idée, c'est d'avoir ces deux composantes qui permettent au président de la République, qui est le seul décideur en la matière, d'avoir plusieurs options en cas de crise, si jamais il était face à un choix décisif dans ce domaine. Ce que je comprends du coup, c'est que le sous-marin est particulièrement dissuasif puisqu'il est indétectable, on ne sait pas où il est, donc potentiellement, il peut frapper potentiellement un agresseur de manière par surprise ou assez efficacement. Exactement, donc c'est ça tout l'intérêt, c'est qu'il est indétectable. Mais encore une fois, dans le cadre de crise, l'intérêt d'avoir une deuxième composante, c'est de pouvoir faire comprendre à un adversaire que l'on déploie tel ou tel avion sur telle base aérienne D'accord. ou sur un porte-avions avec la force aéronavale nucléaire, la FANU. Voilà, donc c'est ça les grands enjeux du nucléaire, c'est être en capacité de riposter en cas d'attaque sur nos intérêts vitaux. Qu'est-ce qui euh, justifie précisément la force de dissuasion? C'est d'être en capacité de riposter si la France est atteinte dans ses intérêts vitaux. Et la seule personne qui définit le périmètre des intérêts vitaux de la France, c'est le chef de l'État, qui est chef des armées. D'accord, donc c'est une définition assez élastique, on peut dire. Élastique, non, c'est tout ce qui touche au cœur, hein, D'accord. de la France, quoi. Mais l'idée, encore une fois, c'est de ne pas donner un catalogue ouvertement à un adversaire, parce que sinon l'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à contourner D'accord. ce catalogue pour essayer de frapper ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est très important que cela reste très secret. D'accord. Et justement, question presque opérationnelle, la France se rend compte qu'elle est menacée par un pays de frappe nucléaire. Euh, Quelle est la chaîne de décision française? Est-ce qu'il y a ce mythe du bouton rouge, de la valise avec les codes nucléaires qu'aurait le président? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a une chaîne précise de décision, de riposte, d'utilisation de l'arme? Euh, Alors bien sûr, il y a une chaîne de commandement qui est très claire, et tout ça date de l'époque du général de Gaulle. C'est là où, encore une fois, il y a une continuité d'accord. qui est très claire. Et mais simplement, évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail. J'imagine. Moi, je n'en sais rien. Et donc, voilà, encore une fois, tout est prévu. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que ça a été décidé dès l'époque du général de Gaulle. Cette chaîne de commandement avec et c'est là où le rôle des télécommunications joue un rôle clé. Parce qu'il faut être sûr que la décision, lorsqu'elle est prise par le chef de l'État, soit bien reçue par les avions ou les sous-marins en question. Et donc, il faut que tout ça soit absolument opérationnel en termes de transmission de l'information. Donc tout ça, évidemment, est tout à fait, mis au point. Et encore une fois, depuis l'époque du général de Gaulle, il y a vraiment une continuité dans ce domaine. Et donc justement, dans un prochain livre à paraître, appelé L'ultime garantie, une histoire politique de la dissuasion nucléaire française depuis la première cohabitation. Vous parlez de la situation dans la situation de cohabitation, par exemple en 86. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est un domaine réservé du président? Et si le Premier ministre est de notre bord que le président, est-ce que ça peut créer des problèmes? Effectivement, le cas de la première cohabitation, donc 1986-1988, le chef de l'État, c'est le président Mitterrand, le Premier ministre, c'est Jacques Chirac. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que certains avaient prédit que ça ne fonctionnerait pas, que dans le domaine de la défense, des décisions seraient prises à tort et à travers, etc.
Dans la pratique, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu une très grande responsabilité de deux côtés d'exécutif, eu égard précisément aux enjeux stratégiques de la politique de défense en général, et évidemment plus particulièrement dans le domaine de la dissuasion nucléaire. Et donc, il n'y a pas eu de, de blocage, c'est très clair. Alors, bien sûr, c'est in fine le président de la République qui, en tant que chef des armées, donne le point final. Mais ce qu'on voit très concrètement, c'est qu'il y a eu des débats au sein du gouvernement, mais plus particulièrement entre le ministre de la Défense, André Giraud à l'époque, le président Mitterrand, parce que André Giraud, qui est intéressant, qui était ministre de la Défense au préalable, dans les années 1970, de 1970 à 1978, il avait été administrateur général du CEA. Donc il connaissait très très bien toutes ces questions de dissuasion. Et on voit très clairement que pendant 2 ans, il a beaucoup discuté avec le président Mitterrand, qui lui s'est énormément intéressé à ces questions de dissuasion, Mitterrand. Et donc il y a eu des échanges. Ils étaient pas, bien sûr, il y avait des points de divergence très importants. Il y a eu en particulier des divergences sur la question comment la France doit se positionner vis-à-vis de l'initiative de défense stratégique, ce qu'on appelait la guerre des étoiles américaine, ce que voulait le président Reagan. Mitterrand était absolument opposé. Au sein du gouvernement, il y avait plutôt une tendance assez favorable. Enfin bref, il y a eu tout un débat, mais in fine, c'est Mitterrand qui a tranché. Autre débat, là, qui était un peu plus vif, c'est celui concernant précisément, j'en ai parlé tout à l'heure, de la question des euromissiles et du traité sur les forces nucléaires intermédiaires. Pourquoi? Parce que le ministre de la Défense de l'époque, André Giraud, estimait qu'avec ce traité, en fait, allait participer à la dénucléarisation de l'Europe du côté occidental, au sein de l'Alliance Atlantique, bien sûr, alors qu'on sait qu'effectivement, c'est l'une des grandes visées stratégiques de l'Union soviétique de dénucléariser l'Europe. Pourquoi? Parce que l'Union soviétique, déjà à cette époque, avait une supériorité dans le domaine conventionnel importante. Voilà, donc il y a eu tout un débat, mais dans la pratique, ce qui s'est passé, on le voit très clairement, c'est que le Premier ministre Chirac a cherché à temporiser et il s'est mis d'accord avec le président Mitterrand pour qu'il n'y ait pas de désaccord. L'idée, c'était très important que la France ne parle pas de deux voix. Il est hors de question qu'à l'international, Chirac prenne une position divergente de celle du président Mitterrand dans les conférences internationales. Évidemment, c'était hors de question dans des sujets aussi sensibles. Et donc là, encore une fois, il y a eu des débats internes importants, mais qui ne sont pas traduits par des blocages. Explorons un peu d'autres pays. Donc depuis la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays se sont dotés de l'arme nucléaire. Euh, En 1968, il y a un traité qui a été signé, le traité de non-prolifération, dont l'objectif est justement d'éviter que de nouveaux États s'équipent de l'arme nucléaire. Sauf qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des États comme la Corée du Nord, par exemple, Mm. qui la possèdent. Comment, je pense aussi je pense aussi au Pakistan, qui est un État assez instable. Comment ces États ont pu se doter de l'arme nucléaire? Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, donc le TNP, date de 1968. Il entre en vigueur en 1970. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce traité, en fait, reconnaît comme État doté d'armes nucléaires tous les États qui ont procédé à des essais nucléaires avant le 1er janvier 1967. Ce qui fait que il y avait que 5 États qui avaient procédé à des essais, bien sûr les États-Unis en 1945, l'URSS en 1949, la Grande-Bretagne en 1952, la France en 1960 et la Chine populaire en 1964. Voilà. Donc ces 5 États-là, aujourd'hui quand on parle d'États dotés, c'est uniquement ces 5 États-là. Et alors effectivement, par la suite, d'autres États ont cherché à se doter de l'arme nucléaire. Il y en a eu un grand nombre, hein. Et donc vous avez parlé de la Corée du Nord. La Corée du Nord, bon, on sait que la Corée du Nord, déjà dès les années 1990, développe un programme nucléaire très important. Et c'est à partir du début des années 2000 que la Corée du Nord affirme qu'elle est devenue une puissance, une puissance nucléaire. Et dans la pratique, elle fait son premier essai en 2006. D'accord. Voilà. Donc, voilà, donc elle fait un premier essai. Et puis, on sait qu'elle a beaucoup aussi avancé dans le domaine des missiles. Et on sait que les Nord-Coréens ont des compétences importantes dans le domaine des missiles. À tel point qu'eux aussi ont exporté leur capacité de missiles vers d'autres États proliférants qui, eux, cherchaient à se doter de l'arme nucléaire.
Donc un État proliférant, Donc, qu'est-ce que vous pouvez donc définir c'est ce un que vous État faites? qui cherche évidemment à se doter D'accord. d'une arme nucléaire. Et donc, effectivement, vous avez parlé aussi du Pakistan. Alors, peut-être en remontant dans le temps, il y a un autre État qui a fait un essai dès 1974, c'est l'Inde. Oui. Même si à l'époque, l'Inde dit que c'est un essai pacifique, elle montre, en faisant cet essai, qu'elle a une capacité dans le domaine du nucléaire de défense. Donc l'Inde va refaire une série d'essais en 1998, et on va voir que tout de suite après, quelques jours après, le Pakistan fait une série d'essais également, En réponse? voilà, pour montrer que, voilà, que eux aussi, ils ont atteint la capacité dans ce domaine. Voilà. Mais cela dit, ce sont deux États, Inde et Pakistan, qui n'ont pas signé le traité de non-prolifération, le TNP. Ce qui est intéressant avec le Pakistan, c'est la façon dont vous en parlez dans le livre, la façon dont il s'est doté de l'arme. Est-ce que vous pouvez en parler? Alors le Pakistan, en fait, ça, donc c'est très ancien, ça remonte à Ali Bhutto, donc il y a eu déjà une volonté très ancienne de se doter de l'arme. Et le problème, je dirais, c'est que elle s'est appuyée sur tout un réseau. Ali Bhutto, Premier ministre du Pakistan. Ali Bhutto, donc, qui va chercher en fait à faire l'idée à l'époque, c'est une bombe islamique, en fait. Et, euh, et à côté de ça, donc le Pakistan en fait a développé tout un réseau, et en particulier grâce à un chercheur qu'on appelle Akyu Khan, qui a été en poste aux Pays-Bas. Donc là, on est au début des années 70, aux Pays-Bas, donc une société qui s'appelle Urenco, où là, il va développer des compétences en matière d'uranium enrichi. Et donc, évidemment, qui vont servir à l'État pakistanais pour faire sa bombe. Et donc voilà, de grandes compétences du côté pakistanais dans le domaine de l'uranium enrichi. Mais en même temps, ce que l'on va voir, c'est que c'est là où le réseau d'Akyukan, donc cet expert qui est considéré comme étant l'un des pères de la bombe atomique pakistanaise, va développer un réseau euh, que, qui est présenté par les autorités pakistanaises comme un réseau privé, qui va avoir une connexion très très développée, que ça, en Afrique du Sud, aux Émirats arabes unis, etc., etc., et qui va favoriser précisément certains États proliférants. Mais en même temps, on peut se poser la question, comment un scientifique de type Akyukan a pu avoir une telle liberté pour développer un tel réseau sans que les autorités pakistanaises ne soient au courant? Son surnom, c'était le Dr Khan. Il a développé un réseau en sous-main, enfin, avec souvent le soutien des autorités pakistanaises pour pouvoir faire le programme pakistanais et ensuite proposer l'arme à d'autres États qui voulaient s'en doter. C'est ça? Voilà, donc le réseau Akukan a joué un rôle très important dans le domaine de la prolifération. Ce réseau va se développer. Ensuite, certains États vont être très intéressés par acquérir l'arme nucléaire. Donc, que ce soit concomitant, voilà, tout ça va se croiser. Et en particulier, ça nous amène précisément à des États comme l'Irak, qui vont chercher à se doter de l'arme nucléaire. D'accord. L'Irak de Saddam Hussein? L'Irak de Saddam Hussein. Et en fait, qu'est-ce qui va mettre à jour l'état d'avancement du programme irakien? C'est précisément la guerre d'Irak de 1991. Vous savez, il y a eu une guerre importante qui a eu La lieu, première guerre du la Golfe. première guerre du Golfe, à la suite précisément de l'invasion du Koweït par l'Irak en août 1990. Il y a une coalition qui est sous le leadership américain à partir de 1991, qui va, en quelques jours, quelques semaines, mettre à bas le, le- 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 précisément cet effort de guerre irakien contre le Koweït, mais en même temps qui va permettre de déployer des troupes sur le terrain, et également des troupes de scientifiques de l'AIEA et de l'ONU, qui vont mettre à jour l'état d'avancement du programme nucléaire militaire irakien, qui avait en fait lancé clandestinement un important programme dans ce domaine, alors même que l'Irak, pardon, avait signé le TNP. Donc l'Irak avait signé un traité où il s'engageait à ne pas Mm. se doter, Mm. alors et en cachette, développer sa... Voilà. D'accord. Et ça va provoquer vraiment un réveil très important, en particulier en Occident, où on va se rendre compte que un État qui avait signé le TNP l'avait complètement contourné, de manière tout à fait clandestine, hein.
Et, et donc voilà. Et donc, concrètement, on sait qu'à la fin des années 1990, grâce aux expertises qui ont été menées sur place, tout ce qui a été inspection et vérification sur place du programme nucléaire irakien, on a pu le démanteler complètement. Saddam Hussein, dans les années 90, voulait se doter de la bombe, mais n'a pas pu parce que il a attaqué il a attaqué le Koweït. Ouais, Et, et son programme a été complètement démantelé, donc il n'a d'accord, pas eu la bombe. À côté de ça, il y a d'autres États, et ça peut-être moins connu, il y a un autre État qui quant à lui, a fabriqué 6 armes nucléaires, là sans que ça soit connu non plus, d'accord. et c'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, avait en fait fabriqué des armes nucléaires, mais là, à l'insu de tout le monde, hein. Et Un programme secret aussi. oui, complètement clandestin. Et en fait, c'est donc dans le cadre de l'apartheid, hein, le régime d'apartheid. Et en fait, c'est le dernier président de l'apartheid, président de Klerk, qui l'a révélé publiquement en 1993, en disant que effectivement son pays avait, plutôt son régime, avait développé des armes nucléaires, mais qu'il les avait complètement démantelées. Et ça, on sait que ça a été démantelé. Ça veut dire concrètement le passage à la démocratie, l'Afrique du Sud est devenu un État dénucléarisé. D'accord. Et concrètement, comment on arrive à cacher un programme nucléaire parce que, enfin, il faut des installations, il faut acheter des centrifugages, par exemple. Enfin, il y a beaucoup, enfin, il faut un matériel important pour. On laisse des traces. Comment des États arrivent à cacher ça? Bah, ils arrivent précisément en ayant des sites clandestins, en cachant des sites qui sont souvent des sites souterrains, qui ne sont pas connus par définition, comme ils sont clandestins, et a fortiori dans des régimes totalitaires où il est très difficile d'aller sur place. Voilà. Et le point clé, c'est qu'effectivement, ils refusent toute inspection sur place. Oui, d'accord. Et en fait, là, on en revient un peu, si vous voulez, à l'idée. Pour moi, c'est typique des régimes totalitaires. On en revient précisément à ce que faisait l'URSS à son époque. Intéressant de voir que, vous voyez, on n'en a pas encore parlé, mais juste après la Seconde Guerre mondiale, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis vont proposer ce qu'on appelait le plan Baruch, qui prévoyait, donc le terme à l'époque n'existait pas, mais c'était ça, qui prévoyait de désinventer l'arme nucléaire D'accord. et de favoriser les applications civiles de l'énergie atomique. Donc ça s'appelait le plan Baruch, qui a été présenté à l'ONU donc en 1946. Et il y a un État qui s'est tout de suite opposé à ce plan Baruch. C'est qui? Bah, c'est l'URSS, qui ne voulait pas en entendre parler. Pourquoi? Parce que vous en avez parlé tout à l'heure, bah, elle avait, grâce à son réseau d'espionnage au sein de programme Manhattan, déjà mis la main sur un grand nombre de données qui lui permettaient de faire exploser un premier engin en 1949. Et il était hors de question pour elle de ne pas se doter d'un tel engin révolutionnaire sur le plan militaire. Je retiens le terme désinventer Ouais. l'arme nucléaire. C'est. Voilà, le terme n'est pas d'époque, hein, mais ça correspondait à ça, quoi. Écoutez, je pense qu'on en arrive à la fin de notre entretien. On a fait un bon panorama. Dernière question, est-ce que vous avez des livres, des ouvrages, des films à conseiller sur la question de la dissuasion nucléaire ou plus largement de l'arme nucléaire? Je trouve ça toujours intéressant de voir est-ce que la fiction a anticipé certaines choses Hein. qui sont devenues réelles. Et en particulier dans le domaine du nucléaire, c'est très intéressant de voir qu'un romancier britannique comme H.G. Wells, le célèbre romancier de la guerre des mondes, avait publié en 1914, donc juste avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, un ouvrage qui s'appelle The World Set Free, qui a été traduit en français sous le terme La guerre libératrice, et qui anticipait déjà la création d'une bombe atomique. Donc 30 ans avant C'est assez incroyable. 30 ans avant l'apparition. Voilà, et en disant bah, cette bombe atomique, elle pourrait exploser en 1956. Donc après 45, mais voyez, il avait déjà Pas mal. anticipé ça. Il y a un autre domaine que je trouve intéressant dans la littérature au sens large, c'est la bande dessinée. Et là, je recommande vivement la lecture d'une bande dessinée qui est très connue, qui est donc une bande dessinée d'Edgar P. Jacobs, donc Black et Mortimer, avec Le Secret d'Espadon. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Le Secret d'Espadon, il commence à être publié pour la première fois en bande dessinée dans un magazine qui est le magazine Tintin en 1946. D'accord. Ouais, Et ce que je trouve très intéressant, c'est que 1946, ben, il n'y a pas encore de missiles ouais. intercontinentaux, il n'y a pas encore d'avions hyper véloces. Et tout ça, en fait, est déjà complètement. Et l'Espadon, c'est quoi? C'est un avion hyper véloce, en même temps sous-marin.
D'accord. et porteur de missiles. Donc ça veut dire que Edgar P. Jacobs, dès 1946, il a complètement anticipé le mouvement sur l'utilisation possible d'armes nucléaires avec ce type de vecteur, mais en même temps, sous un angle, moi c'est comme ça que je l'ai perçu à sa lecture, sous un angle de dissuasion. Et à côté de ça, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est précisément dans Le Secret d'Espadon, c'est où on voit le méchant qui s'appelle Ulrich, qui à un moment donné se fait présenter précisément des armes nucléaires par un des membres du régime totalitaire, donc voilà, il lui montre qu'il y a un énorme arsenal, etc. Et il y a Ulrich, donc le méchant, là, le célèbre Ulrich, qui dit mais de toute façon, on n'aura pas besoin de nous en servir parce qu'on montrera une telle force que les gens auront peur et qu'ils vont donc s'écraser, etc. Et pour moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur, vous voyez, rien que ça, précisément dans une notion que j'ai un peu développée qui s'appelle la dissuasion nucléaire offensive. Et pour moi, les régimes totalitaires qui sont dotés d'armes nucléaires, ce que l'on voit, et en particulier on le voit avec l'URSS, la Russie, on le voit avec la Chine, ils ont développé donc ce principe d'une dissuasion nucléaire offensive, c'est-à-dire que c'est une perversion du principe de la dissuasion. Par définition, la dissuasion, c'est quelque chose de défensif. Encore une fois, c'est dissuader quelqu'un de nous attaquer, donc c'est strictement défensif. Pour les régimes autoritaires et totalitaires, c'est offensif, c'est-à-dire faire peur, faire pression en particulier sur les opinions publiques adversaires pour qu'elles cèdent aux injonctions de cet État totalitaire. Ouais. Donc voilà, et très typiquement dans dans la bande dessinée de Secret d'Espadon, ça m'a fait vraiment prendre conscience de ça, vous voyez, et ça date de 1946. Quoi. Et bon, peut-être que je finirai par peut-être recommander le film Oppenheimer, qui est sorti l'année dernière, en 2024, Donc, qui est assez qui est intéressant. très intéressant, Ouais. je mettrai un petit bémol quand même, c'est que le rôle des Français n'apparaît quasiment pas. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est très, très anglo-saxon. Mm. Merci, merci Dominique Mangin pour l'entretien. Ben, merci pour l'invitation. Merci.